Donc très rapidement, pour me représenter, moi je suis Mathieu Gouarin, pour ceux qui ne me connaissent pas, le responsable juridique de la fédération. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir animer ce petit webinaire donc, qui est destiné à la présentation et puis de notre partenaire aussi, Colosse au pied d'argile. Donc il y a Monsieur Simon Latournerie qui est ici présent avec nous, qui vous fera euh, une grande présentation par la suite sur différents sujets que je vais le laisser aborder. Euh, En petite introduction très brève, depuis le 8 janvier 2024, donc la présidente de la fédération, Madame Saint-Bonnet, a remis ce partenariat entre la fédération et Colosse au Pied d'Argile en route. Ce partenariat avait débuté sous la présidence de Monsieur Bruno Gare. Euh, il faut savoir que ce partenariat est pour nous d'une importance capitale pour l'ensemble de la fédération, puisque Colosse au Pied d'Argile a pour objet la prévention et la sensibilisation au risque de violences sexuelles et de pédocriminalité et de bizutage dans le milieu sportif. Et elle a aussi pour objectif l'accompagnement et l'aide aux victimes et la formation des personnels encadrant les enfants. Et donc, la Fédération française d'escrime, notamment par l'intermédiaire de Madame Laurence Racout, qui est ici présente, et de Madame Jacqueline Felzin, à qui je vais donner la parole dans un instant, font partie des personnes qui ont érigé, et puis je vois également Monsieur Denis Lemieux qui est là, je peux le citer, qui ont érigé le plan fédéral de prévention des violences en escrime afin de protéger, prévenir, agir contre les violences pour permettre la pratique de tous en toute sécurité. Et donc, afin de mettre en place notamment ce plan, la fédération souhaitait être accompagnée par une structure spécialisée pour la mise en œuvre de son plan de prévention des violences, et plus précisément en matière d'accompagnement des victimes et de remontée d'informations ou de situations préoccupantes. Et c'est donc en ce sens que la fédération et Colosse au pied d'argile ont décidé de s'associer dans le but de contribuer mutuellement à la réalisation de nos objectifs respectifs à travers donc notamment la formation de la population des comités et des clubs face au risque de violences sexuelles, de pédocriminalité et de bizutage, mais aussi dans l'accompagnement des victimes. Et donc, ce qui va me permettre, après ce petit lancement, de laisser la parole à Madame Laurence Racout et à Madame Jacqueline Felzin afin qu'elles se présentent dans un premier temps, ou en tout cas se représentent pour celles et ceux qui les connaissent, et qu'elles mentionnent aussi nos dispositifs internes de signalement et de protection à la Fédération française d'escrime. Voilà. Merci Mathieu. Je vais me présenter. Donc, je suis Jacqueline Felzin. Je suis présidente de la commission éthique et déontologie, mais je suis surtout référente violence SI honorabilité. Et je travaille donc en étroite collaboration avec Laurence Racout, et je vais laisser le soin à Laurence de se présenter et de présenter sommairement le dispositif qui nous revient. Merci Jacqueline, bonjour à tous et à toutes. Donc je vais me présenter, je suis conseillère technique sportive, donc agent d'État du ministère des Sports placé auprès de la Fédération française d'escrime, et j'ai en charge le pilotage des politiques de prévention, prévention des violences et des discriminations à la Fédération française d'escrime. Donc effectivement, j'anime aux côtés de Jacqueline Felzin ce fameux plan de prévention des violences fédérales qui aujourd'hui décline ses actions en fait depuis le début de l'Olympiade, hein, quasiment depuis 3 ans, 3 saisons. Je suis également référente violence et référente honorabilité, au même titre que Jacqueline Felzin, auprès du ministère. Donc nous sommes les 2 référentes en fait du ministère dans le cadre de ces questions, honorabilité et violence. Je travaille en étroite collaboration avec Jacqueline et avec les membres de la commission éthique et déontologie qui traitent pour partie de ces affaires. Et je remercie Denis Lemieux, ici présent, que vous pouvez voir, donc d'être à nos côtés activement. Voilà, donc rapidement, je vais revenir sur la procédure de signalement avant de laisser la parole à Simon Latournerie. Donc notre procédure de signalement de faits graves, vous pouvez la retrouver sur le site de la Fédération française d'escrime. Vous avez un petit onglet indiqué « Je signale » et dans l'ensemble des documents, vous pourrez retrouver le formulaire de signalement de faits graves. Donc le plan de prévention des violences fédérales prévoit une cellule
dite de faits graves, qui est composée du directeur technique national, de Jacqueline Felzin et de moi-même. Cette cellule, elle a vocation à traiter toutes les déclarations dites de faits graves, donc des faits relatifs à des phénomènes de violence sexuelle, sexiste, violence physique, violence psychologique. Voilà, j'attire vraiment votre attention sur l'importance de signaler des faits de cet ordre-là via le formulaire qui est dédié, de manière à ce que la commission éthique puisse traiter à son niveau d'autres sujets de violence qui ne sont pas relatifs à ces situations de violence. Pourquoi? Parce que ces situations dites de faits graves vont être ensuite transmises à la cellule Signal Sport du ministère des Sports, qui va ensuite transmettre ce signalement auprès du service départemental jeunesse et sport qui est engagé et seul habilité à diligenter une enquête administrative. Voilà. Et Simon vous le dira tout à l'heure, nous triangulons aussi avec l'association Colosse au pied d'argile, donc le partenaire qui peut être amené à accueillir les victimes et à les accompagner via son pôle d'accompagnement des victimes. Donc nous avons en fait maillé le système de signalement pour pouvoir protéger au maximum l'ensemble de nos pratiquants, pour pouvoir protéger nos victimes et notamment les plus jeunes. Je souhaite notamment vous rappeler que la loi du 8 mars 2024 vise à renforcer la protection des mineurs et à renforcer également le contrôle d'honorabilité. Voilà en ce qui concernait l'introduction du plan de prévention des violences. Je vais peut-être maintenant laisser la parole à Simon et nous sommes disposés aussi à répondre à vos questions en fin d'intervention. Merci Simon pour ta présence à nos côtés. Je te laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. C'est un peu On fort. t'entend bien, ton écran est figé, Simon, mais si tu le souhaites, normalement, tu peux partager ton écran. Voilà. Alors, je vais le faire. Je vais partager mon écran. J'espère que le réseau va être bon. Normalement, il devrait l'être. Vous entendez peut-être ma voix un peu cassée parce qu'avec le mois d'octobre qu'on a vécu là, effectivement, hein, comme tout le monde, j'ai chopé un petit coup de froid, mais j'espère que vous m'entendrez donc oui, correctement. Je vais effectivement partager un contenu pour que ce soit un peu plus agréable à suivre comme intervention. Alors, propose... et donc, je vais partager ce fond-là. Voilà, que vous devriez voir maintenant. Alléluia. Ouf. Bon, alors après ces petites aléas techniques, je me présente à nouveau, donc Simon Latournerie, je suis le directeur général adjoint de Colosse au pied d'argile. Je suis en particulier l'interlocuteur des différents partenaires nationaux. Ça peut être les 6 ou 7 ministères avec lesquels on travaille. Et puis ça va être aussi la quarantaine de fédérations avec lesquelles on travaille aussi. Et donc, mon objet aussi, aujourd'hui, c'est de vous présenter Colosse au pied d'argile. Je le ferai en 2 temps et je ne m'arrêterai pas qu'à ça, parce que l'idée, c'est de parler aussi quand même du sujet qui nous concerne, et en particulier le sujet que Colosse au pied d'argile traite. On a parlé des violences notamment à caractère sexuel, en tout cas les violences qui concernent plus particulièrement les mineurs, parce qu'on va le voir, ils sont vulnérables du fait de leur jeune âge, qu'ils soient garçons, qu'ils soient filles, et donc ce sont les premières victimes de formes de violence, y compris dans le sport, mais aussi à la maison. Et c'est pour ça que le sport est un lieu aussi d'épanouissement, d'émancipation, de performance, mais aussi qui peut être un lieu, qui peut être aussi un lieu de protection, grâce au dispositif que vous mettez en place. Alors, d'abord, vous partagez le témoignage de Sébastien. Sébastien Boy, c'est le fondateur de Colosse au pied d'argile. Sébastien, il est victime de viols et d'agressions sexuelles quand il est adolescent, quand il a entre 11 ans et demi et 16 ans, par le mari de sa cousine, qui avait tout juste 22 ans quand les faits ont commencé. Vous voyez ? Il n'avait pas le profil du pervers, il n'avait pas sa physionomie, mais en revanche, il avait sa stratégie.
Et Sébastien était victime plus particulièrement les vendredis soirs, quand il rentrait des entraînements de rugby. Cricket, qui était le surnom de son agresseur, était chargé de ramener Sébastien tous les vendredis soirs. Il leur ramenait parfois aussi des répétitions de musique. On est dans le sud-ouest avec quelques bandas, quelques groupes de musique. Et Sébastien, ben, quand il était ramené, son agresseur s'arrêtait en chemin, il abusait de lui et il le ramenait. Et 5 minutes après, il buvait le café avec les parents de Sébastien, comme si de rien n'était, et qui, par sa présence en plus, verrouillait d'autant plus la parole de Sébastien, vous imaginez. Mais derrière cette situation, derrière cette vignette clinique qu'on pourrait prendre de Sébastien, on retrouve beaucoup d'éléments qui sont classiques des violences sexuelles, en particulier le fait que la victime est mineure au moment des faits. Je vous l'ai dit, vulnérable du fait de son jeune âge, entre son manque de discernement par rapport au consentement, par rapport à ce que sont les violences, en particulier à caractère sexuel, hein, qui sont pas faciles à identifier, on en parlera tout à l'heure, mais aussi par rapport au lien d'autorité ou de subordination qu'il y a avec l'adulte, et en particulier l'adulte qui s'occupe de vous. Mais Sébastien, vous voyez, il n'était pas seul victime. Ils sont 3 victimes du même agresseur. Et on est dans un petit village de 450 habitants dans les Landes à l'époque. Et comme souvent, un agresseur, en fait, il va récidiver avec la même personne, la même victime et avec d'autres victimes, jusqu'à ce que finalement, il soit arrêté s'il peut l'être. Donc là, on a 3 victimes d'un même agresseur, 3 victimes mineures au moment des faits, 3 garçons. Ça peut paraître particulier, mais on se rend compte que plus la parole se libère, plus les garçons, y compris devenus adultes, libèrent leur parole eux aussi. Et il y en a de plus en plus. On l'avait déjà vu dans le rapport de l'AKIA, le rapport Sauvé dans l'Église catholique, que sur les 70 dernières années, il y a eu 330 000 victimes estimées, dont 80% de garçons. Vous voyez, c'est comme ça dans l'Église catholique. Pourquoi est-ce que ce serait diamétralement opposé dans la société? Ça, ce sont des questions encore. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que il faut imaginer que tout le monde peut être victime. Hein, et c'est encore une fois principalement le caractère de vulnérabilité lié au jeune âge, avant la question du genre ou du sexe. Quoi qu'il en soit, Sébastien, comme beaucoup de victimes, il a gardé le silence. Il a gardé le silence et puis il a eu des conduites autodestructrices pendant ce silence. Hein. C'est pas seulement « j'en parle pas ». Évidemment, il y a un traumatisme lié à ces agressions, un psychotrauma lorsque les faits sont répétés, notamment, et jusqu'à des viols. Donc Sébastien, c'était pendant près de 4 ans. Eh bien, Sébastien va développer ces mécanismes d'autodestruction, parfois inconscients, parfois un peu plus conscients, pour contrôler sa douleur, contrôler où est-ce qu'il y aurait mal, pour éviter qu'il ait mal ailleurs, notamment psychologiquement. Et c'est seulement quasiment 20 ans après qu'il en a parlé, et là encore en concours de circonstances, parce que une des 2 autres victimes, Mathieu, en revenant au village, lui qui s'est engagé dans l'armée et qui est engagé depuis 10 ans, à l'occasion d'un anniversaire de Sébastien, eh bien, révèle les faits à Sébastien. Et c'est là que Sébastien, par la libération d'une parole, va lui-même libérer la sienne. Sans Mathieu, Sébastien n'aurait pas parlé. Ce sont des mécanismes qui sont extrêmement importants, qui participent vraiment d'une libération de la parole, quand le cadre est sécure, le contexte est sécure. Là, il a fallu attendre que Mathieu ait 30 ans pour que son environnement soit sécurisé, sécurisant un peu plus, et qu'il y ait aussi un travail psychologique qui a été mené, pour que finalement il puisse en parler. Donc, c'est d'ailleurs un des critères principaux que va pouvoir dire une victime quand elle va parler, notamment quand elle est devenue adulte, je parle pour protéger les autres. C'est vraiment un des premiers critères qui sont motivants pour la personne qui libère sa parole. Donc, vous voyez, le schéma, il est malheureusement un peu trop classique sur ce côté-là. Mais ça n'a pas empêché Sébastien, au-delà d'une déscolarisation très tôt, à 14 ans, ou en tout cas en alternance très rapidement, à 14 ans, 15 ans, de s'intégrer dans le monde professionnel, de vouloir être plus grand, adulte, assez tôt, et donc de travailler de façon jeune, de s'épanouir dans son travail, de s'épanouir aussi dans ses projets et passions sportifs, notamment être professionnel de rugby, être en équipe de France. Voilà, il s'est fixé des objectifs et la colère qu'il avait en lui a permis d'une certaine façon, en tout cas il l'a utilisé, hein, lui, pour atteindre ses objectifs. Mais une fois qu'il les avait cochés, il fallait qu'il en trouve un nouveau, jusqu'à ce qu'il porte plainte, effectivement. Et
dénouement plutôt favorable, je ne dis pas heureux, mais favorable dans la situation de Sébastien. Sébastien, Mathieu et Frédéric ont réussi à faire condamner leur agresseur. Condamnés à 10 ans de réclusion criminelle, Mathieu et Sébastien étaient reconnus victimes d'agression sexuelle et de viol. Frédéric, le troisième, n'ayant pas été reconnu comme victime au sens juridique de la chose, au sens judiciaire de la chose, pour la simple bonne raison qu'il était victime d'agression sexuelle et que l'agression sexuelle n'ouvre pas à des droits de prescription, des délais de prescription, le temps pour porter plainte, aussi long qu'en matière de viol. Et au moment où ils ont porté plainte tous les trois, pour Frédéric, les délais étaient épuisés. Donc, il aura témoigné au procès, il aura témoigné comme témoin de moralité pour abonder dans le sens des témoignages, de la vérité, de la recherche en tout cas de la vérité, mais en tant que tel, il n'aura pas été reconnu victime de cricket de leur agresseur. C'est pour ça qu'on s'attache chez Colos à essayer d'embrasser l'ensemble de la population, y compris les victimes collatérales dans les situations, et qu'on s'attache aussi dans nos plaidoyers à faire évoluer la loi pour qu'il y ait une reconnaissance aussi de l'ensemble de ces victimes-là. Et c'est des choses qui commencent à évoluer avec la prescription glissante, par exemple, et d'autres choses de ce type-là. Quoi qu'il en soit, à la sortie du procès, Sébastien dit, avec ce constat, en fait, les enfants, ne sont pas assez protégés, pas assez informés. Mais leurs parents non plus. Les citoyens non plus. Les encadrants, les dirigeants du club, de la ligue, du comité, ne sont pas, eux non plus, assez informés sur leurs droits, sur leurs obligations, sur la matière de protection, sur comment ça se passe, quelle est la stratégie d'un agresseur, etc. Et donc, il prend son bâton de pèlerin en 2013, il crée Colosse d'Argile et il va de club en club. Alors, on est dans le comité Côte Basque-Landes, on est dans la petite région des Landes, pour venir prêcher cette bonne parole. Et il va le faire avec un accompagnement, lui, en interne, dès le début, de psychologue, victimologue qui l'encadrait, éducateur, avocat, pour construire évidemment ce discours de prévention avec ces professionnels qui l'ont accompagné. Ces professionnels qui vont accompagner Colos jusqu'à encore aujourd'hui. Alors, évidemment, il y a des engagements, il y a du turnover, on dira, au niveau du conseil d'administration, mais la plupart sont là depuis 10 ans, depuis le début, et qui a vu l'association bien se développer jusqu'à le premier salarié en 2016, qui était Sébastien. Parce qu'à un moment donné, sur cette question qui est éminemment technique, sur le volet judiciaire, mais aussi sur le volet de la santé, sur la question des procédures à suivre, sur l'évolution de tout ce contexte-là, y compris social et sociétal, eh bien, effectivement, il faut être exigeant avec l'intervenant. Hein. Et quand c'est un bénévole, c'est plus difficile d'être exigeant. Quand c'est un salarié, on peut mettre en place des protocoles plus rigoureux, plus incitatifs, des formations, etc. Et c'est ce que nous faisons chez Colos donc depuis 2016. Et jusqu'à obtenir aussi une reconnaissance d'utilité publique. Donc ça, c'est quand même une reconnaissance que l'association va bien, qu'elle est utile en tant que telle, évidemment, au-delà de l'intérêt général qu'elle requiert dans ses statuts loi 1901, mais qui vraiment participe à une forme de délégation de service public, comme vous le faites en matière sportive. Et donc, ces 20 membres du conseil d'administration, ils sont répartis, vous voyez, dans différentes commissions, et ils nous accompagnent au quotidien à nous développer dans le bon sens, à sécuriser l'association aussi, même si aujourd'hui, le plus grand point de difficulté, c'est l'aspect financier. Voilà, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, les associations de protection de l'enfance et tout le secteur de la protection de l'enfance, donc c'est en particulier au travers des départements qui sont chefs de file, ont de grandes difficultés financières à soutenir l'accompagnement des enfants, leur prévention, leur prise en charge. Mais pour les assos, comme nous, c'est difficile. En 2023, on aura eu un exercice déficitaire, comme l'association L'Enfant Bleu, par exemple, qui est une asso nationale aussi sur cette question-là, et comme beaucoup d'autres, parce que on n'a pas de subvention de fonctionnement. On a des appels à projets auxquels il faut répondre, qui engagent beaucoup de frais, beaucoup de temps de travailler, et auxquels on va dégager un tout petit peu de matelas pour pouvoir essayer de supporter les charges communes. Et on voit bien qu'avec la libération de la parole, eh bien ça, c'est difficile à soutenir. En particulier, l'accompagnement des victimes, Laurence le disait tout à l'heure, chez Colos, c'est 4 salariés à temps complet. 4 salariés à temps complet, de juristes, de psychologues. Quand on à temps complet, alors le masse salarial, tout chargé, ça fait 170 000 euros. Voilà, c'est aujourd'hui clairement ce qui manque d'une certaine façon aux assos du secteur pour pouvoir continuer
sereinement, je dirais, entre guillemets, nos missions. En tout cas, ne pas envisager de dégrader soit nos interventions, soit l'accompagnement des victimes, ou de ne pas l'arrêter complètement, parce que, on va le voir, lors de nos interventions, il y a un effet rebond systématique, hein, il y a une libération de la parole systématique, que ce soit auprès des jeunes, que ce soit auprès des jeunes devenus adultes. Évidemment, ce phénomène de violence, en particulier violence sexuelle faite aux enfants, les violences faites aux enfants, c'est quelque chose qui est prégnant sur l'ensemble des territoires. On est depuis 2020 de façon permanente à l'île de la Réunion, par exemple. On a un deuxième collègue depuis le début de l'année, installé là-bas. Voilà, tous les territoires sont concernés. On va tous les ans sur l'ensemble des DROMCOM, les Antilles, la Guyane, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, voilà, ou Nouvelle-Calédonie. Eh bien, voilà, on a évidemment des situations parfaitement similaires, parfois très singulières, au regard de certains territoires, au regard de Mayotte et un environnement qui est très, très particulier sur la jeunesse et l'immigration des mineurs en particulier. Mais on voit bien que sur chaque territoire, il y a des difficultés. Et la prostitution des mineurs, par exemple, aujourd'hui, est un élément aussi majeur qui vient s'intégrer dans ces violences sexuelles faites aux enfants, parce que les jeunes ou les victimes de prostitution sont de plus en plus jeunes aujourd'hui. Vous voyez comment on a déployé Colos aujourd'hui sur le territoire. Moi, quand je suis arrivé en 2019 chez Colos, moi je suis un agent de l'État aussi, je suis en disponibilité, mais quand j'ai rejoint Colos en 2019, on était 3 à intervenir. Fabien, Sébastien, Simon, chacun pour un tiers de la France, donc on mettait 4h30 pour se rendre sur une ville et faire une intervention de 2 heures et revenir. C'était chronophage, c'était fatigant, c'était du temps perdu parce que du temps dans la voiture, c'est pas du temps dispensé à porter un message, un protecteur. Et puis c'était coûteux pour la structure parce que les frais de déplacement étaient plus élevés qu'ils le sont aujourd'hui. Voilà. Donc on a essayé au maximum de se déployer au regard des sollicitations aussi des territoires. Donc parfois il y a moins de petits points que sur certains territoires que sur d'autres. Mais on essaie au maximum d'être réactif par rapport à ça et de combler nos forces pour être présent un petit peu partout. Et enfin, concernant nos missions, Mathieu les a développées, je les précise un tout petit peu. Il y a globalement des actions de prévention qu'on retrouve sur 2 items, de la sensibilisation du plus grand nombre et que l'on va adapter en fonction des publics. C'est un petit peu ce que je fais avec vous là aujourd'hui, mais aussi la formation des professionnels en particulier. Voilà. Les professionnels, ça va être au sein de l'entreprise sur les violences et harcèlements sexistes et sexuels à l'entreprise, donc on est certifié pour ça, mais aussi, donc on bosse avec l'AFDAS, hein, par exemple, pour travailler au sein des fédérations, au sein des salariés des fédérations, par exemple, ou des clubs, du mouvement sportif, de façon générale. Et sur les sensibilisations, on va avoir tout plein de formats pour s'adresser à tous les publics, notamment les plus vulnérables du fait de leur âge et aussi du fait de leur handicap. Parce que c'est une réalité, une double vulnérabilité du public à handicap, qu'il soit mineur ou qu'il soit majeur, parce qu'évidemment, les déficiences intellectuelles ou mentales vont conduire des majeurs juridiquement à effectivement être très exposés, mais aussi avoir le droit d'avoir une vie pour le coup sexuelle, voilà, consentante et consentie. Et donc, il y a des accompagnements qui sont un peu plus particuliers à faire. Et nous, les intervenants, les 25 par exemple, sont formés sur la question du handicap, et notamment du handicap psychique et intellectuel. Et on travaille notamment avec la Fédé de sport adapté, la Fédé handisport, sur ce handicap-là, pour avoir le discours le plus juste possible, eu égard à ces publics, mais aussi à leurs encadrants, évidemment. Pour vous donner quelques chiffres, en 2023, Colos, c'est plus de 2640 interventions sur l'ensemble du territoire pour atteindre quasiment 90 000 personnes. Je ne sais pas que c'était ça comme sujet. Je me laisse parler, le monsieur. Oui, Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. S'il vous plaît, excuse-moi Simon, si tout le monde peut éteindre son micro, s'il vous plaît. Je vous remercie. Et donc je disais, quasiment 90 000 personnes qu'on a rencontrées, c'est ça la vraie force en fait de Colos au Pays d'Argile. Vous voyez, c'est que notre message de prévention, parce qu'on est déployé partout, on peut le porter auprès du plus grand nombre. Donc c'est plus de 50 000 mineurs qu'on a sensibilisés aussi directement. Une majorité en milieu scolaire.
dans les lycées, dans les collèges. On travaille avec des départements qui nous font intervenir dans l'ensemble de leurs collèges, par exemple, etc. Et donc, on rencontre un maximum de jeunes. Et c'est bien parce que l'idée, c'est bien d'aller auprès de chacun de ces mineurs dans tout leur parcours. À la maison, c'est difficile de taper à la porte et d'aller les rencontrer. En revanche, au club de sport, à l'école de musique, à l'école de danse, ou au collège ou à l'école, voilà, ça, on peut le faire. Donc, on passe par ces biais-là, par nos partenaires, évidemment, pour pouvoir les rencontrer. Et puis, le dernier volet de nos actions, c'est l'accompagnement des victimes. Là aussi, Laurence en a parlé. L'accompagnement, et puis moi, je vous l'ai dit aussi, donc sur le volet psychologique et juridique. Aujourd'hui, le leitmotiv de Colosse Pédargile, c'est il est hors de question qu'une victime prenne en charge ces frais-là. Pourquoi? Parce que c'est constaté que c'est un frein supplémentaire à la prise en charge. Peut-être que je vais parler, mais le coût de consultation psychologique ou juridique, qui peut être très élevé, y compris en particulier dans la durée, parce que dans le soin, il faut de la durée. Sur le volet judiciaire, bien, il faut de la durée aussi. La procédure est un peu longue. Eh bien, à ce moment-là, c'est coûteux. Et donc, ça peut être un frein pour s'y engager. Voilà. Donc, il faut absolument que cet accompagnement il puisse continuer à être gratuit. Nous, on fait tout, en tout cas, pour qu'il le soit. On se rapproche de fondations, par exemple, pour essayer d'obtenir du financement privé sur ce volet-là. On a réussi à en avoir pour des groupes de parole que l'on propose, dédiés aux victimes collatérales, dédiés aux hommes victimes, dédiés aux sportifs de haut niveau. Voilà, parce qu'on accompagne aussi des sportifs de haut niveau qui font les Jeux Olympiques, par exemple, voilà, qui ont leur accompagnement psychologique dans leur staff, y compris à l'INSEP, mais qui, sur ces questions-là, qui ont eu lieu soit dans leur parcours sportif plus jeune, soit dans un parcours personnel, eh bien, qui ne souhaitent pas être accompagnés de la même façon par les mêmes personnes, qui préfèrent avoir une séparation, une scission vraiment dans les deux environnements, eh bien, on va les accompagner. Et tant mieux, tant mieux. En tout cas, l'idée, c'est qu'ils puissent trouver les ressorts qui leur correspondent au moment où ils en ont besoin. Et ils peuvent aussi changer. Certains peuvent aussi avoir un accompagnement et puis finalement en préférer un autre, ou une personne en préférer une autre. C'est important en tout cas, à nos yeux, que chaque victime, et victime collatérale, les familles notamment, puissent s'accrocher en tant que de besoin au professionnel qui correspond le plus à son besoin. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi dans cette étape-là, au-delà de simplement le proposer à la carte, il faut l'analyser, il faut le lire. Et donc nous, systématiquement, par exemple, une victime qui nous est orientée par une fédération, par exemple, eh bien, on va avoir des premiers rendez-vous en double regard avec psychologue et juriste pour analyser vraiment le besoin et tracer un premier parcours d'accompagnement pour lui, qui peut être à des vitesses fortes, à des vitesses plus douces, plus au rythme de la victime, qui peut être à des vitesses différenciées entre le volet judiciaire et de santé, par exemple. Donc voilà, donc cet accompagnement, en 2023, vous voyez, c'est plus de 1630 entretiens réalisés. Donc, vous voyez le côté chronophage qui est soulevé sur une seule année. Et comme je vous dis, là, on atteint la limite d'un système, voilà, où l'accompagnement des victimes, en termes de coûts humains aussi, et de fait, un impact financier, eh bien, rattrape notre trésor, voilà, nos recettes. Et donc là, on repense un modèle économique, on repense la recherche de partenaires privés, parce que les acteurs publics ne financent pas, encore une fois, ce fonctionnement. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui nous soucie, qui nous inquiète un petit peu, ces dispositions-là. Mais il faut absolument qu'on y parvienne, pas tout seul, mais tout l'écosystème de la protection de l'enfance, parce que c'est fondamental quand on voit les chiffres d'aujourd'hui. Voyez. Par exemple, Colosse, c'est un signalement tous les 2 jours. Vous voyez, 180 signalements sur la seule année 2023. Signalement ou information préoccupante à destination des départements, mais vous voyez, ça c'est majeur. Et 44 en milieu sportif, vous voyez. Comme je vous disais, on fait beaucoup plus d'interventions dans le milieu hors sportif, jeunesse, scolaire, éducation. Donc, logiquement, il y a une proportionnalité qui fait qu'on signale aussi davantage dans le milieu scolaire, intrafamilial et autres. Mais quand même, on est un gros pourvoyeur de signalements, effectivement, au niveau de la cellule Signasport, qu'on fréquente beaucoup. Voilà, Fabien, Eddy, Vanessa, les membres de la cellule. Pour autant, de leur côté, c'est difficile. La cellule est en train, il y a un turnover, quoi, voilà, et on est aussi inquiet de ce côté-là, parce que les agents switch, ils partent sur d'autres services ou sur d'autres unités ou en fédération, par exemple. Eh bien, quand on sait la technicité de ces sujets et quand on sait
leur poids aussi en termes de psychologique, hein, voilà, d'investissement psychologique. Et quand on voit le maigre accompagnement dont ils disposent, voilà, c'est pas étonnant qu'il y ait à un moment donné des départs quoi, de ces cellules-là. Nous, Colos, nos intervenants, nos juristes, nos psychologues, ils suivent des supervisions. Ils ont des psychologues à leur disposition aussi, extérieurs à l'assaut, pour les accompagner quand c'est trop douloureux. Voyez. Euh, Malheureusement, c'est assez trop peu répandu. C'est un coût là aussi. C'est un coût. Mais si on veut bien accompagner les victimes, eh bien, il faut être bien organisé, il faut protéger aussi nos salariés hein, de cette question-là. C'est fondamental. Donc, vous voyez, je voulais déjà tracer un petit peu, au travers des forces de Colosse, aussi les fragilités comme tous les acteurs de ce secteur. Et puis enfin, évidemment, Colosse, nous, si on n'a pas de partenaire, on peut pas travailler, on ne peut pas porter notre message d'impact social, on ne peut pas protéger. Donc, on travaille évidemment avec des partenaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fédérations, des clubs, des collèges, des collectivités territoriales, voilà, des acteurs de tous ordres, mais aussi avec évidemment les forces de l'ordre, le judiciaire, le monde de la santé, le milieu associatif aussi, des assos consoeurs, hein, partenaires, et aussi des experts, peut-être notamment du milieu médical. C'est fondamental pour améliorer encore une fois notre langage, notre message de protection, pour mieux accompagner les victimes, pour mieux monter des projets protecteurs, et puis surtout pour essayer de mieux informer, mieux faire glisser cette information, ces mesures de protection entre les acteurs. On abordera tout à l'heure. Quand il se passe quelque chose dans une fédération, effectivement, il y a plusieurs acteurs. Il y a le dispositif fédéral, le dispositif administratif du ministère déconcentré, des sports, et puis le dispositif judiciaire. Ne serait-ce que ces trois-là, hein, qui déjà. Et puis on voit bien qu'il pourrait même y en avoir un quatrième, si on prend aujourd'hui l'exemple de dispositions au civil, hein, de plaintes au civil, qui peuvent être aussi des mesures qui sont engagées et qui peuvent être réparatrices d'une certaine façon, puisqu'elles viennent constater un dommage et le réparer financièrement. Vous voyez. Donc il y a beaucoup d'axes comme ça qui sont en train de se mettre en place et qui alimentent notamment l'évolution de la loi. Donc c'est aussi ce que l'on fait avec les discussions avec les différents parlementaires. Bon là, ça va s'arrêter quelques semaines. Et enfin, dans nos interventions, vous voyez, nos différents supports de sensibilisation. Le premier, alors le mien, il est un peu cassé, c'est ma voix, avec l'accent des Landes. D'autres, ça va être l'accent breton, et beaucoup plus chantant peut-être encore que le mien. Mais ça, c'est le premier message. C'est notre parler en fonction du public, les mots, la teneur des mots, la technicité des mots, parce que quand on est à l'ENM avec des magistrats, on va parler un peu différemment aussi pour les former sur ce volet-là. Et quand on est avec le monde de la santé, encore différemment, vous voyez. Donc on va utiliser notre parole d'abord comme outil de prévention. Et en complément, mais est-ce que c'est le 5, 3%, 10% complémentaire? En tout cas, on a aussi des supports qui sont des supports visuels comme les slides que je vous présente, mais sinon des petits guides à destination des jeunes, des guides à destination des encadrants, des éducateurs, des familles qui rappellent en substance les principales lois. Et d'ailleurs, celui-là est téléchargeable sur le site de Colosse d'Argile en version dématérialisée, par exemple. Le petit guide, il y a juste un extrait qui est téléchargeable. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle la charte des colosses. Ça, la charte des colosses, ça se traduit derrière sur une affiche, mais c'est surtout une méthodologie. Colosse, c'est une façon d'appréhender le quotidien de façon très pratique. C'est ça qui plaît beaucoup aux clubs, aux structures, aux équipes de France, de jeunes, etc., au staff, parce qu'on vient concrètement aborder des points de situation. Là, je vous donne quelques exemples sur ces slides-là, mais on va, nous, en fait, inciter, au travers de ces exemples-là, on va inciter la structure, le collectif, où il peut y avoir, y compris dans un club, des dirigeants, des jeunes ados et des parents, hein, pourquoi pas. Il ne faut pas qu'il y ait 50 personnes, mais il peut y avoir un petit groupe de travail, entre guillemets, ça demande du temps, évidemment, mais dans la réflexion, ça peut être juste, pour essayer d'identifier, en fait, dans la structure, y compris l'équipe de France, des jeunes avant les stages, etc., dans la structure, quels sont les points de fragilité, quels sont les moments de danger potentiel pour les jeunes, mais aussi pour les encadrants. Et on va passer en revue les situations d'hébergement, les lieux de transport, les moyens de communication, les lieux de pratique, etc., etc. Et tout ça va venir identifier des situations qui vont être plus singulières à un sport qu'à un autre aussi. Et chacun va pouvoir s'en emparer. Et l'idée, c'est d'avoir presque sa propre charte. Hein. La charte des colosses, il y a des points qui sont applicables tout de suite. Il y en a qui sont transposables. Mais l'idée, c'est vraiment là d'avoir
des points qui soient sur mesure, qui soient dessinés, qui soient parlants pour tout le monde et qui aient une forme d'engagement de chacun. Pas tellement un règlement intérieur, nous on n'aime pas trop les choses trop cadrées parce qu'il manquerait forcément des choses. Donc il faut être sur le chapeau un peu plus du haut, un peu plus transversal dans l'esprit de la protection de tous. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, c'est la protection de tous. Mais du coup, quand par exemple un éducateur va ramener un gamin chez lui en le faisant monter devant, tiens, par bienveillance, je vais lui taper au carreau. Attends, rappelle-toi ce qu'on a dit. Il faut le faire monter derrière, ta banquette arrière, d'accord? Ah oui, c'est vrai, je le mets derrière. Et c'est d'un ton bienveillant que je le fais. Et non pas à le regarder du coin de l'œil. Ouh là là, qu'est-ce qu'il fait, lui, c'est bizarre, il a mis devant. Oh là là. Non, c'est pas cet esprit-là qu'il faut. C'est pas celui qui nous guide, en tout cas nous chez Colosse, quand on intervient. Non, c'est un message protecteur. Et il faut qu'il soit bienveillant et protecteur. C'est comme ça qu'il faut agir. Ensuite, comme pour tout, quand il y a des problèmes, il faut être dur avec les problèmes. Bienveillant avec les personnes, mais dur avec les problèmes. Et donc, quand on est face à des situations problématiques, c'est la situation avec laquelle on va être dur. Et ensuite, après, on essaie d'être neutre ou bienveillant avec les personnes. En tout cas, chacun a son rôle. Voilà. Et donc, ça se traduit, vous voyez, cette charte des colosses par des consignes de colosses. C'est une affiche. Mais c'est intéressant. On a des fédérations qui en commandent pour mettre à l'entrée de chacune des salles de squash, chacun des gymnases, etc. Ça permet à chacun de se rappeler que là, bon, d'abord, que la fédération est engagée, voilà, parce qu'on va mettre un double logo, Colosse et la Fédé, par exemple. On va mettre un QR code en bas qui renvoie effectivement vers la page de la Fédé. On va faire des choses comme ça. Mais surtout, ça rappelle à chacun, quand je viens là, que je sois éducateur, notamment, ah oui, c'est vrai. Tiens, je dois avoir une juste posture. Là, j'ai un rôle à jouer. Même si je suis bénévole, j'ai une juste posture, une juste distance à avoir. Voilà. Avec les jeunes, mais aussi avec les autres, hein, aussi avec les adultes pour toute forme de violence, dans le parler, dans qui je suis, etc. Et pas que les violences sexistes. Mais à tout stade, je dois avoir une posture. J'incarne des valeurs, celle de ma fédération, celle de mon club en plus. Voilà, je dois le faire. Pour les parents, c'est aussi intéressant de le voir. Pour les enfants aussi. D'accord? Donc ça crée une dynamique qui est plutôt positive sur le principe de se rappeler, oui, dans cet espace-là, on se rappelle qu'on s'est mis des engagements les uns les autres. Hein. On peut se les rappeler en début d'année, tant qu'à faire, mais on s'est mis des engagements, on va essayer de les tenir. Voilà pour cette première partie sur les infractions à caractère sexuel. Maintenant, je voulais aborder très rapidement une deuxième partie, avant qu'on ait une bonne trentaine de minutes, peut-être, ou 25 minutes pour des questions. Mais quand même aborder quelques questions sur le sujet dont on parle. Le sujet dont on parle là, et je vais faire une focale vraiment, c'est la question des violences sexuelles. Quand on prend les chiffres du ministère des Sports, de Signal Sport, la grande majorité, immense majorité des violences qui sont rapportées sont des faits de nature sexuelle. Donc, il commence à y avoir, et je veux quand même le dire aussi, des faits de nature de violence psychologique aussi. Et nous, on est d'ailleurs en sport partie civile, on accompagne à la Fédé de gym plusieurs victimes de violences psychologiques. Dans le sport, évidemment, il y a aussi ce trait-là. Mais aujourd'hui, la dimension de violence sexuelle, elle est extrêmement majeure. Donc, il ne faut pas passer à côté, il faut en parler. Il faut en parler parce que souvent, elle est mal connue. On pense la connaître, mais elle est mal connue. C'est pour ça qu'on pose toujours cette question-là. Vu le temps qu'on a là, une sensibilisation, Colosse, c'est 2 heures. Donc, je vais plus vite, je fais les questions et les réponses. Mais on pose toujours cette question-là, que ce soit aux plus jeunes, aux adultes, quelles sont les parties intimes de notre corps? Et bien souvent, on en trouve 4 sur 5, voire les 5, l'intérieur des cuisses aussi. Il faut bien comprendre que les violences sexuelles, elles sont aussi définies par la loi, par des parties intimes, des parties à caractère sexuel, des zones du corps qui sont définies comme telles parce qu'elles sont notamment mobilisées, utilisées pour prendre du plaisir à caractère sexuel ou pour en donner. Parties érogènes ou qu'on va mobiliser pour donner du plaisir à l'autre. C'est comme ça qu'on va les qualifier. Mais ce ne sont pas que ces parties-là. Il peut y avoir infraction à caractère sexuel sans qu'il y ait de contact avec ces parties-là, évidemment, ou contact avec une autre partie, comme ce monsieur qui caressait simplement, je dis simplement, la main du jeune garçon qui était assis à côté de lui, d'accord? Sauf que l'autre main, cette personne-là, l'adulte, il l'avait dans son propre pantalon en train de se masturber. Donc, l'enfant a été simplement caressé au niveau de la main, mais l'acte en lui-même et l'intention constituaient une agression sexuelle. Voilà. Parce qu'elle avait vocation à satisfaire les besoins sexuels de l'agresseur. Donc, vous voyez, c'est technique comme sujet et ça évolue toujours, ça s'améliore. Hein. C'est encore difficile, mais ça s'améliore.
Donc, c'est pour ça que toutes ces situations-là, en fait, il faut avoir les bonnes grilles d'analyse. C'est pour ça qu'il faut se rapprocher des professionnels quand il y a une libération de la parole. Parce que si, à votre niveau, je dis entre guillemets profane du sujet, vous essayez d'appliquer votre grille de lecture qui n'est pas peut-être assez aboutie, eh bien forcément, vous pouvez passer à côté de quelque chose. Donc l'idée, c'est de transposer ces propos, cette révélation, ces rumeurs à des professionnels. Vous avez, vous, un process interne, vous avez un partenaire expert aussi, à transférer, et c'est nous qui allons vous aider à avoir une juste lecture de la situation. Et vous voyez, les violences à caractère sexuel, eh bien en fait, c'est tout un champ. C'est parfois à travers les yeux, à travers les mots, à travers les écrits, à travers les écrans, et parfois à travers le contact physique. C'est tout ça. Le spectre est très très large. Donc on peut parfois être victime sans même le savoir, a fortiori si on est jeune. Ou on peut être témoin sans le savoir, sans s'en rendre compte. Donc déjà, rien que sur cette matière-là, c'est assez difficile et c'est important de porter un message d'information et d'information. Je ne développe pas davantage parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a des infractions qui passent un peu sous la main et parfois on ne réagit pas bien, comme la diffusion d'images d'autrui à caractère sexuel, qu'on appelle dans les médias le revenge porn, la vengeance pornographique. On n'aime pas trop ce terme-là parce que ça sous-entend qu'on se venge de quelque chose voilà, sauf que non, c'est souvent un acte gratuit. Mais le fait de diffuser des photos de quelqu'un dénudé ou dégradant ou ses paroles, des vidéos, des choses de ce type-là, de quelqu'un, eh bien ça, effectivement, ça touche à l'intimité profondément et c'est extrêmement douloureux. Aujourd'hui, dans une classe de lycée, on a 80% des filles qui sont victimes de ça, de ce délit à caractère sexuel dont les auteurs peuvent être condamnés jusqu'à 2 ans de prison. Ils ne le sont pas. Ils ne sont pas suffisamment. Mais ils ne sont même pas, c'est même pas instruits. Voilà. Et il n'y a même pas un rappel à la loi pour ces jeunes, quand c'est entre eux, pour leur expliquer qu'ils créent des dommages, ils créent des traumatismes par rapport à ça. Donc voilà un exemple. Et puis, juste un dernier exemple, c'est l'atteinte sexuelle. L'atteinte sexuelle, c'est quoi? C'est cette loi qui dit qu'en France, il est interdit pour un majeur d'avoir des rapports sexuels avec un mineur de moins de 15 ans. OK? Majeur, mineur de moins de 15 ans, c'est interdit. Parce que le mineur en dessous de 15 ans, c'est 14 ans et demi, mais c'est aussi 12 ans, 11 ans. Ben, ce mineur en dessous de 15 ans, il n'a pas le discernement nécessaire pour savoir quoi faire de son corps. Il n'est pas assez formé psychologiquement, affectivement, morphologiquement parfois, etc., etc. Et donc, cette majorité sexuelle à 15 ans, elle vient déterminer ce seuil, cette limite. Ça veut dire qu'un mineur qui lui aurait 15 ans, alors, eh bien, il pourra avoir une relation à caractère sexuel, c'est des rapports sexuels ou pas, c'est ne serait-ce que des baisers, des caresses, tout ça c'est interdit. Et si le mineur il a plus de 15 ans, alors, pour le majeur, ça peut être autorisé. Sauf la deuxième partie, s'il y a un lien d'autorité entre le majeur et le mineur. Autrement dit, si ce majeur-là est l'entraîneur, l'éducateur, le dirigeant, le parent de ce mineur, quel que soit son âge. Quel que soit son âge. Tout fait sans violence, sans contrainte, sans menace, sans surprise. Autrement dit, même s'il y a consentement, même s'il y a consentement prononcé par le mineur, même si les parents sont d'accord, eh bien, les parents ne sont pas toujours de bons conseils, comme certains en ont témoigné dans nos différentes affaires, eh bien, c'est un délit à caractère sexuel répréhensible de 5 ans de prison. Et ça arrive évidemment beaucoup dans le champ du sport, le champ de la jeunesse. Cet éducateur qui peut être sportif, qui peut-être n'est pas vieux, il a peut-être 20 ans, 22 ans, 23 ans, 25 ans, hein, moins de 30 ans. Hein. Et ce jeune qui a 16 ans, 17 ans. Eh bien, ce lien d'autorité interdit toute relation, même des baisers, même des caresses, je dirais même du flirt. Pourquoi? Parce que là, ce jeune-là, il est sous emprise. C'est une forme d'emprise. Il est sous cette autorité-là et il n'est pas, son consentement ne peut pas être libre et éclairé. C'est la loi de l'atteinte sexuelle. Voyez. Donc, là encore, une fois, cette situation, elle est très répandue et il faut prévenir et agir lorsqu'il se passe des choses. Et agir, ça veut dire quoi? Agir, eh bien, quand on ne sait pas comment faire, la loi nous le dit. La loi, elle nous vient de nous dire que si on faisait certaines choses, on est en infraction parce que c'est interdit par la loi. Mais la loi nous dit aussi qu'on peut être en infraction avec la loi si on ne fait pas quelque chose qui est obligatoire.
Oui, c'est les droits et les devoirs du citoyen. Eh bien, parmi les devoirs, eh bien, il y a le rôle de citoyen. Dès lors qu'on a connaissance de violences physiques, psychologiques ou sexuelles faites à une personne vulnérable, du fait de son jeune âge, un mineur, du fait de son handicap ou du fait d'être enceinte, eh bien, alors on a l'obligation d'informer les autorités. C'est une obligation parce que protéger un mineur, protéger un citoyen vulnérable, c'est un acte citoyen. Et ça, qu'on soit dirigeant, éducateur, employeur, voisin, citoyen dans la rue, peu importe. Ça, c'est un acte citoyen, peu importe la casquette que l'on a. C'est obligatoire. Vous voyez, et c'est tellement obligatoire que c'est répréhensible par la loi, jusqu'à des peines qui sont parfois similaires à des peines d'auteurs d'infractions à caractère sexuel. Parce que notre société de vivre ensemble, elle nous dit, on ne peut pas mettre un policier partout, c'est à nous, citoyens, de prendre soin les uns des autres. Ça ne veut pas dire agir, s'interposer, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire, quand on a connaissance, y compris de rumeurs, eh bien, on doit transmettre cette information aux professionnels qui, eux, évalueront la situation et agiront s'ils doivent agir. Voilà. Mais ça, c'est fondamental de l'entendre. Hein, vraiment, c'est fondamental parce que ça nous touche à nous tous, citoyens. Et puis, pour les professionnels engagés, notamment en tant que fonctionnaires, délégataire de service public ou président de fédération, hein, qui est détenteur, vous voyez, c'est d'une autorité constituée hein, de délégation de service public, hein, et ces questions reviennent régulièrement de cet article 40, eh bien à ce moment-là, on est soumis effectivement à transmettre cette même obligation. En soi, le texte, on va dire, juridique d'appui, de motivation à agir est différent ou il est complémentaire, mais en soi, la grille de lecture est la même. L'acte est le même. Il faut informer les autorités de cette situation-là. Il faut le faire pour plusieurs choses. Essentiellement pour protéger. D'abord, pour protéger celui que l'on signale, voilà, parce qu'il est en danger, parce qu'il est en risque de l'être, il risque d'être en danger. Donc déjà à ce niveau-là, parce qu'il risque d'être en danger, je dois signaler. C'est comme ça que l'écrit le texte. Ouais. J'ai des informations qui me préoccupent, donc je vais transmettre ces informations. Et c'est donc déjà une obligation pour protéger voilà, ces potentielles victimes. Victime peut être identifiée, victime potentielle parce que mise en cause identifiée et donc en contact avec d'autres. Voilà. Mais aussi, entendez-le bien, il faut agir pour vous protéger, vous dirigeants, que ce soit à l'échelle d'un club, à l'échelle d'une ligue, d'une fédération, il faut aussi agir pour vous protéger, protéger votre écosystème. Voilà. Et puis enfin, pour vous protéger en tant que citoyen, de point de vue civil, évidemment, comme je l'ai dit, hein, c'est vous, civilement, avec l'article 434, que vous pouvez être poursuivi. Et aujourd'hui, nous, on constate bien que de plus en plus d'avocats qui accompagnent les victimes et les familles de victimes attaquent à tous les rangs. Hein, ils vont remonter, ça s'est passé au stage départemental, ils vont attaquer le président du comité départemental. En cascade, les éducateurs de proximité responsables du stage, ceux qui étaient là pendant ce temps-là, qui étaient peut-être le surveillant de nuit, etc. Voilà. Et ils vont remonter jusqu'à la fédération parce qu'ils sont garants en cascade 2. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, ça remonte comme ça. Donc, il faut bien entendre que il faut faire remonter ces informations. C'est aussi, surtout, le seul moyen d'obtenir la vérité. Parce que parfois, les révélations vont nous laisser entendre certains faits et ils vont peut-être en oublier d'autres, y compris une victime. Parce qu'elle va peut-être minimiser, elle va peut-être utiliser des termes qui ne sont pas adéquats. Elle va peut-être interpréter que les gestes qu'elle a subis, par exemple une main dans la culotte ou avec pénétration digitale, avec le doigt, eh bien, elle va parler d'attouchement et elle va identifier ça à un attouchement et puis son interlocuteur à une agression sexuelle, alors que non. Judiciairement, c'est qualifiable de viol, puisqu'il y a eu acte de pénétration. Voilà. Donc, vous voyez, encore une fois, les éléments sont techniques. Ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est j'agis en fait. Et agir, la loi vous le dit, autorité administrative judiciaire, police, gendarmerie, etc. C'est un peu compliqué. À qui? Comment j'écris au procureur? C'est quoi son adresse? Comment on le saisit?
c'est compliqué de faire un signalement. Lequel est compétent en fonction de domiciliation, de mise en cause, de la victime, etc. Vous n'avez pas à vous embêter avec ça. Vous avez une fédération qui a organisé les choses, qui est en lien avec un ministère de tutelle, qui est en lien avec un partenaire expert. Donc vous avez au maximum 2 canaux, celui de la fédération, celui de Colosse, sachant que, comme dit Laurence, on converge et donc on se partage des informations. Voilà, pour avoir l'élément le plus complet possible et puis pour pouvoir proposer tout de suite des mesures correctrices quand il y en a besoin. Voilà, et d'accompagnement. Donc, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est qu'il faut transmettre ces informations-là. Il ne faut pas les sous-estimer. Il ne faut pas se dire, ben, c'était il y a bien longtemps, je ne sais pas. Non, parce que c'est absolument fondamental que ce soit pris en charge et de lever les doutes. Lever les doutes pour obtenir la vérité. Entre guillemets, parfois, je le résumerai en blanc ou noir. C'est vrai, c'est pas vrai. La vérité et puis toute la vérité, parce que parfois on n'a qu'un bout de la vérité, pas toute la vérité, et puis lever les doutes pour s'assurer que dans toute la vérité, c'est pas forcément tous les faits et tous les actes auprès d'une personne, c'est peut-être ces mêmes faits reposés auprès d'autres potentielles personnes. Parce qu'en plus, le champ sportif est poreux avec le champ de l'éducation, avec le champ de la jeunesse. Des professionnels, des bénévoles vont travailler dans ces différents milieux et environnements. Et les sportifs eux-mêmes, qu'ils soient majeurs ou mineurs, qui peuvent être aussi mis en cause, et eux aussi vont graviter dans différents environnements. Donc il s'agit aussi de s'assurer qu'ils n'ont pas commis des faits dans les autres environnements. Voilà pour ça. Je passe rapidement sur le bizutage, mais pour vous dire qu'évidemment ça existe et que c'est une infraction en tant que telle, le bizutage, et que bien souvent c'est minimisé ou interprété comme un jeu, un rite de passage, un rite initiatique, journée de cohésion, voilà. Sauf que au sens de la loi, non, c'est un acte humiliant ou dégradant. Et c'est défini comme tel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une liste, ça c'est autorisé, ça c'est pas autorisé. Alors d'un côté, c'est compliqué du coup de savoir ce qui est autorisé ou pas, mais là, d'un autre côté, ça permet au juge de pouvoir s'emparer de beaucoup de situations quand même. D'accord? Et vous voyez que c'est puni en tant que tel. Mais ce qui se passe en fait souvent dans les pôles, dans les crêpes, dans les clubs, y compris au haut niveau, mais au plus bas niveau sport de masse, eh bien, c'est que ce bizutage, en fait, pour que ce soit plus rigolo, ça va se faire en dessous de la ceinture. Ça va être fait sur des jeux à connotation sexuelle. Et donc, on va avoir non seulement un bizutage, ok, mais ça va être un bizutage aggravé par des infractions à caractère sexuel, dont on a vu tout à l'heure le voyeurisme, l'exhibitionnisme, l'agression sexuelle, etc., etc., etc. Vous voyez, on va avoir tous ces éléments-là. Donc c'est absolument important, je passe rapidement dessus, désolé, absolument important de le considérer. Mais je voudrais aborder un dernier point, ultime point, Mathieu, et dans 5 minutes, j'ai terminé, pour parler de la question de la relation entraîneur-athlète. Vous voyez, bizutage, relation entraîneur-athlète sont 2 points qui sont assez singuliers du champ sportif. Et on va voir qu'en parallèle, on peut aussi le trouver dans d'autres environnements. Chez les pompiers, à l'armée, le bizutage, on travaille avec eux aussi. C'est costaud et ça a été condamné d'ailleurs pour les pompiers de Paris, pour leurs troubles de gymnastique, par exemple. C'est la question de la relation entraîneur-athlète. Elle est importante parce que on voit que c'est une relation qui, dans le champ sportif, amène des configurations qui sont dangereuses, d'une certaine façon. Pas évidemment dans toutes les situations, loin de là. Hein, c'est dans pas beaucoup de situations, entre guillemets, parce que la plupart des éducateurs, dirigeants, etc., sont des éducateurs formidables, voilà, et complètement dévoués et bien positionnés. Mais cette relation entraîneur-athlète, eh bien, elle crée cette dépendance entre l'athlète et son entraîneur. Ce lien de confiance aussi, pardon, ce lien de confiance aussi, mais presque une confiance aveugle. Pour réussir, il faut que je fasse ça. Il faut que j'écoute, il faut que je m'applique, que ce soit dans la charge d'entraînement, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans le geste technique, à tous les niveaux. Voilà. Le sport, c'est quelque chose qui amène du plaisir, de la réussite, de l'euphorie. D'accord? L'équipe de France de football en 98, elle gagne, on se saute dans les bras. D'accord? Pour certains, on s'embrasse. Vous voyez, il y a une dimension d'euphorie qui est assez singulière, voilà, dans cette dimension d'expression d'un bonheur, en fait, du bonheur. Et qui peut avoir des éléments de contact, voilà, de tout ça. Et puis, le sport, c'est l'esthétique, c'est le beau,
C'est voilà, le beau du corps, le beau du muscle, le beau du geste, esthétique, etc. Et donc tout ça, ces éléments-là, je ne les lis pas tous, vont participer à créer un lien qui peut être un peu biaisé, avec une relation qui peut être un peu biaisée entre les deux. Voilà. Encore une fois, des yeux de l'athlète sur l'entraîneur, des yeux de l'entraîneur sur l'athlète. Et c'est là qu'on va glisser peut-être sur des notions d'emprise. Les notions d'emprise, si vous voulez, c'est toute la partie émergée de ce que l'on voit, de ce comportement, en fait, qui va être diminué, qui va être aliéné de l'athlète. C'est-à-dire, on dit qu'il est sous emprise, sous-entendu, il obéit au doigt et à l'œil, il fait tout ce qu'on lui dit, il est sujet par rapport à son entraîneur. D'accord? Vraiment sujet. Donc, il suit ça. Ça, c'est la partie visible. Et parfois, on se dit, tiens, mais c'est fou, quoi. Il suit tout au doigt et à l'œil, machin truc. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la notion d'emprise. C'est la partie visible. Dont on parle un peu moins, c'est la notion du contrôle coercitif, c'est-à-dire la partie immergée, elle, la partie qui finalement est les leviers, les ressorts qui vont conduire à l'emprise. Parce que s'il n'y a pas ces ressorts-là, il y aura une relation équilibrée, certes avec une autorité, mais équilibrée, non violente, quel que soit le type de violence psychologique ou autre, dans le but de la performance de l'athlète et du projet de l'athlète. Hein, le projet de l'athlète et pas non plus le projet de l'entraîneur, hein, qui a gagné des médailles. Non, ce n'est pas l'entraîneur qui gagne les médailles, c'est l'athlète qui gagne les médailles. L'entraîneur, il participe au projet de l'athlète, évidemment. Sans lui, l'athlète ne pourrait pas avoir ses médailles peut-être, mais en attendant, c'est quand même le projet de l'athlète. Il faut s'inscrire là-dessus. Et a fortiori, vous avez compris, si l'athlète est jeune, et c'est le cas dans beaucoup de disciplines, évidemment, on commence le haut niveau très tôt, et parfois avec beaucoup de charges d'entraînement, un isolement de la famille, de l'entourage, etc., etc. Et donc là, il y a des liens qui peuvent vraiment se créer, et on peut être dépendant à tous les niveaux. Et c'est là où l'entraîneur, s'il n'a pas cette juste posture, si on ne le définit pas au travers de son propre staff, son propre encadrement à cet entraîneur-là, à lui, dans des directives, si on ne supervise pas l'entraîneur, si on ne contrôle pas l'entraîneur à différents points, etc., mais contrôler, c'est aussi faire de la pédagogie, évidemment, eh bien, il peut y avoir un glissement volontaire, conscient ou inconscient parfois, sur des comportements à risque ou des comportements violents pour l'athlète. Voilà. Et évidemment, ça va conduire à des violences psychologiques, ça va conduire à des violences physiques, ça va conduire à des violences sexuelles parfois, parce que violences sexuelles, parce que là, finalement, on glisse sur le corps m'appartient. Hein, voilà. L'athlète m'appartient. Il y a des aspects de domination qui rentrent en jeu, hein, vraiment. Le leitmotiv qui est un élément aussi assez caractéristique du passage à l'acte dans les violences sexuelles, qui n'est pas forcément une attirance pédophilique, une attirance pour les jeunes, pour les mineurs, qui est une attirance, un aspect de la domination, de la consommation, je le dirais comme ça. Donc voilà, donc il y a ces leviers-là. C'est pour ça qu'il faut absolument anticiper ces éléments-là. Il faut réguler, il faut préparer. Parce que celui qui est dans le contrôle coercitif, encore une fois, il va identifier, il va procéder comme ci, comme ça, en fonction de ses possibilités, en fonction de la vulnérabilité de l'athlète qu'il a en face. Voilà, il va jouer avec ça. Il y a de la manipulation qui est forte de ce côté-là. Voilà. Et il y aura un tel isolement qu'à un moment donné, même la victime, elle prendra la défense de son agresseur. Systématiquement. Comme lorsque cet athlète, dans un club francilien, a une relation avec son entraîneur, elle a entre 14 et 16 ans. Avec son entraîneur, qui lui en a un peu plus de 30, et ils vivent une histoire secrète. Bon, lui, il est marié, il a un enfant, ça c'est la question de la morale, je le mets de côté, pour parler que du judiciaire, et de l'administratif, et du fédéral. Mais cette relation, vous l'avez vu, atteinte sexuelle, elle est interdite. Elle est interdite. D'accord ? Et puis, ça c'était la loi, l'atteinte sexuelle, aujourd'hui ça s'appelle du viol. Ça s'appelle du viol parce qu'il y a un écart d'âge, parce qu'il y a un lien d'autorité, et que le discernement n'est pas là. Et ça veut dire que cette jeune-là, à l'époque, quand elle a 16 ans, ça fait 2 ans qu'elle a une relation cachée avec son entraîneur à l'hôtel, dans la voiture, des pratiques sexuelles qui lui enseignent, etc. Elle prend sa défense. Elle est auditionnée, elle prend sa défense.
On vit une histoire d'amour, elle envoie balader ses parents, en disant mais vous comprenez rien, etc., etc., etc. Voilà, la plainte est classée sans suite au bout des quelques mois. Et parallèlement, elle a suivi un accompagnement psychologique. Elle a accepté, et c'est heureux qu'elle ait accepté de le faire, un accompagnement psychologique. Ça a été assez fastidieux à mettre en place, mais elle a suivi différentes consultations qui l'ont amené à repenser sa relation, etc., etc., pour que finalement se rendre compte qu'effectivement, en fait, par des éléments qui sont revenus à elle très factuels, qu'elle prenait comme des actes volontaires et qui finalement sont apparus à elle et de ses mots comme étant des aspects de contrainte. Et finalement, ces éléments complémentaires ont été rapportés au dossier. On a réussi à réouvrir le dossier, puisque c'est des éléments complémentaires, et à faire condamner l'agresseur. Vous voyez, de cette relation qui est apparemment consentie, etc. Voilà. Donc, c'est une relation qui est extrêmement régulière et avec laquelle il faut prendre évidemment le plus de précautions. C'est là qu'il faut agir. C'est dès qu'il y a, je dirais, des glissements. Si on attend qu'il y ait des faits pénalement répréhensibles, on fait 2 victimes. On fait 2 victimes. Évidemment, la première des victimes, la victime des faits là, donc là, l'exemple de la jeune fille dont je vous parlais, par exemple. Et on fait d'une certaine façon une autre victime qui est quelqu'un qui va être condamné, qui va peut-être aller en prison, etc. D'accord? Il l'a cherché, hein, je ne lui cherche pas d'excuses, attention. Hein. Mais voilà. Mais parallèlement, qu'est-ce que doit faire une fédération? Qu'est-ce que doit faire un ministère des Sports? A fortiori, dans le pouvoir de police administrative ou le pouvoir fédéral, c'est agir avant cette infraction-là. Agir par la prévention. Agir avant qu'il n'y ait passage à l'acte. Et donc, nous, on voit que comment ça se passe. On voit cet entraîneur qui envoie un texto, qui échange par texto avec le jeune, avec la jeune, et qui lui dit à l'époque, écoute, on va attendre que tu aies 15 ans. On attend que tu aies 15 ans. Bon, je t'aime, on s'aime, voilà, mais pour l'instant, on ne peut rien faire. Il faut garder secret notre relation. Voilà. Et puis, à partir du moment où tu auras 15 ans, ça y est, on pourra avoir la relation. Parce que cet entraîneur-là, lui, il figure la majorité sexuelle. Et vous voyez qu'il n'est pas parfaitement renseigné parce que ce lien d'autorité lui interdit cette relation. Mais lui, il a déjà figuré ça, vous voyez. Donc, on va avoir des échanges comme ça. On va avoir régulièrement, nous, on n'a que ça, on en a tous les jours quasiment, des captures d'écran, de messages avec des petits cœurs, avec des messages à connotation à caractère sexuel, que tu es bien fichu, que voilà, de séduction, des jeux de séduction. Ça commence par là. Et puis, si l'entraîneur féminine, hein, ça peut être aussi des femmes, entre guillemets, se casse les dents, ou se fait tirer les oreilles par les parents, par le jeune qui rompt le truc, ou par le club ou la fédération, ok, mais là, il va arrêter. Il va aller essayer quelqu'un d'autre. D'accord? Et tant qu'il peut, il va aller plus loin. Et pourquoi est-ce qu'il arrêterait? Vous voyez, c'est un engrenage. Voilà. Donc là, il y a vraiment un rôle, je vous dis, dans cet interstice-là, c'est là qu'il faut que vous agissiez en tant que fédération. C'est là qu'on est complémentaires, Colosse et la fédération, pour porter ce même message, quoi. C'est là, il y a tolérance zéro à ce niveau-là. Voilà, c'est pas possible, quoi. Parce que on le sait trop que par expérience, derrière, ça va pas s'arrêter là. Hein. Et cette personne-là, elle va aller dans l'autre club, elle va faire pareil. Elle va aller dans l'autre discipline, elle va aller faire pareil. Voilà. Tant qu'on ne lui dit pas, donnons-nous une chance qu'elle ne passe pas à l'acte. Donnons-nous une chance de la protéger. C'est ce que je dis moi, aux futurs BPGEPS, DEGEPS, etc. Attention, tombez pas dans le panneau. Si elle s'intéresse à vous, s'il s'intéresse à vous, ce jeune, c'est pas pour vos beaux yeux. C'est parce que vous incarnez l'autorité. C'est ça, la sublimation. C'est ça, en fait. C'est pas des petits papillons dans le ventre d'amour. C'est pas du tout ça. C'est biaiser le regard. Donc il faut absolument, de ce côté-là, je crois, agir dès cet endroit-là. C'est pour ça que Colosse, nous, on agit par ce biais-là. On a pas mal de contenu aussi sur notre site internet. Je vous invite vraiment à le parcourir et nous suivre sur les réseaux sociaux même, parce qu'on alimente avec pas mal d'éléments. Et comme ça, ben, voilà, on espère que le message se diffusera de plus en plus. Merci pour votre écoute, malgré ma voix délicate, et je suis là pour vos questions. Merci beaucoup, Simon, pour cette présentation, ces explications et cette sensibilisation sur tous ces sujets, notamment voilà, que tous les membres de cette réunion aient bien conscience
que les violences à caractère sexiste et sexuel existent dans notre société et que le sport, nous n'en sommes pas épargnés. Et notamment, j'aimerais rebondir, juste pour terminer, sur ce dernier point que tu as soulevé, qui est très important pour nous aussi dans le monde de l'escrime, cette relation entraîneur-entraîné, où c'est vrai que nous sommes dans une discipline où il faut avoir conscience que bon, déjà, il y a un titre maître d'armes Yes, qu'on tout à fait. appelle les sportifs des élèves et qu'il y a cette relation qui est spéciale, qui, dans une très grande majorité du temps, est une très belle relation pour tous les escrimeurs, mais qui, attention, de temps en temps, peut aussi tomber sur un mauvais côté avec ce lien de dépendance, cette notion d'emprise, ce contrôle coercitif, comme tu l'as très bien rappelé, et voilà, ne pas oublier que nous, sur nos jeunes, on peut faire face à un public vulnérable. Donc, merci beaucoup, Simon, et puis on peut laisser la parole maintenant si certains ont des questions. Je crois que Nicolas a levé la main, je crois. Oui, alors, est-ce que vous me voyez, vous m'entendez? Moi, je vous entends, en tout cas, je vous vois pas, mais peut-être que mais on vous entend. Ouais, je vais essayer de mettre les deux en route. Sinon, je ferai juste avec la voix. Bon, je vais pas prendre plus de temps, je vais y aller juste avec la voix. Donc, je suis Nicolas Poulain, je suis dirigeant de club. Une première chose, déjà, enfin, ce qu'on a fait, merci, hein, merci. Moi, je me réjouis que ce genre d'espace et d'initiative existe, hein, c'est important. Première chose, un partage d'expérience du coup dans le club, nous, dans la manière dont on s'en empare. Ce qu'on a fait cette année, c'est une distribution des petites réglettes qui s'appelle le Réglo Sport. Protection avec une intervention de 5 minutes à 20 minutes, hein, suivant les sections et suivant la. À des impressions déjà faites pourraient être facilitées. Enfin, par exemple, nous, la question, on aurait aimé on aurait aimé pouvoir commander un jeu, un jeu prêt à utiliser, prêt à distribuer. Ça n'existe pas. On a dû faire les impressions nous-mêmes. Et puis, on a voulu personnaliser les impressions en disant, ben voilà, nous, dans le club, on a un interlocuteur, une interlocutrice qu'on a désignée comme un peu porte d'entrée sur les questions de violence dans le sport et de signalement. Et du coup, là, c'est important d'avoir des fichiers qui sont prêts à être utilisés, voilà, pour pas que ça soit trop compliqué. Deuxième chose, c'est quand on a fait ces rencontres, notamment avec les petits, on s'est basé sur des petits films stop et qui du coup pour rentrer dans la discussion avec certaines classes d'âge, ça a été des supports qu'on a apprécié trouver. Ça a été plus compliqué de trouver des ressources pour discuter. Alors on a fait vraiment, enfin on a fait une entrée, on va dire, pour positionner des mots, et on a cherché des ouvrages jeunesse pour les baby escrime, hein, donc pour pouvoir commencer à discuter avec des enfants de 5-6 ans, et puis du coup des ouvrages dans la littérature jeunesse sur ces thématiques-là, on s'aperçoit que c'est de- Et puis, le dernier point, peut-être le plus important, c'est du coup, nous, dans la vie du club, on a été confrontés cette année à des situations, alors que je dirais qu'ils sont dans la zone grise. C'est-à-dire que c'est, pour parler concrètement, hein, je pense que de manière de manière non concertée, à un moment donné, la proposition a été faite à certains tireurs adultes de venir s'entraîner avec des adolescents. Et puis parce qu'en CA, on est plutôt un collectif sensible au sujet,
est arrivé sur la table le fait d'un geste, alors je ne sais pas s'il faut dire un geste mal perçu, un geste déplacé, ou bon voilà. Et en fait, du coup, bah, quand on est dans cette zone grise, bah, en fait, on se retrouve assez démuni, quoi, en fait, hein. Donc alors j'apprécie, enfin, j'apprécie vraiment la formulation que vous avez, dur avec les situations, bienveillant avec les gens, hein. Bon, enfin, c'est ce qu'on a essayé de construire, mais c'est vrai que, on se sent assez démuni, en fait, quoi, voilà. Simon, tu n'as pas ton Simon, on micro. t'entend pas. Ah, pardon, mais voilà. Je disais que justement, il y a eu des passages un peu blancs où j'ai pas entendu Nicolas. Je pense que c'était le cas pour tout le monde, peut-être un défaut de réseau. Mais pour apporter quelques contributions, pardon, effectivement, ces situations, elles sont difficiles, elles sont parfois malaisantes, peut-être parfois plus pour les dirigeants, pour le club, que pour la personne qui serait mise en cause. Donc, voilà, alors, c'est-à-dire que ça inverse en fait une forme de culpabilité parce qu'on ne sait pas trop comment appréhender la chose. Voilà. Alors que préalablement, quand on début de saison, on se fixe les règles. En début de stage, c'est ce que nous on appelle la chair des colosses. Vous voyez, on se fixe les règles conjointement. Qui fait quoi? Quelle est la juste distance qu'il faut, que l'on peut faire en termes de propos, en termes de posture, en termes de contact. Parce que pareil, même en tant qu'athlète, y compris entre majeurs, quand on est là en stage, homme-femme, et puis que on se raconte à tout vote, ouais, ce week-end, je suis sorti là-bas, ah ouais, je suis sur Tinder, je suis allé voir une fille, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà, dans tous les détails graveleux, etc. Nous, on a des remontées comme ça, c'est pas agréable en fait, voilà. Mais ça n'a pas ça, forcément sa place là. Il n'y a pas de lien d'autorité, c'est des athlètes entre eux. Mais c'est important que dans cet environnement-là, les règles du jeu soient fixées. Si elles ne sont pas fixées, bien sûr qu'elles seront enfreintes. Mais si elles sont fixées, avec encore une fois quelque chose qui est plutôt dans une forme de l'esprit, parce qu'on ne peut pas identifier toutes les situations, eh bien alors, il n'y a pas de malaise à venir dire non, rappelle-toi, non, on s'est dit pas ça, etc. Voilà, on peut reprendre quelqu'un, c'est normal de reprendre quelqu'un par rapport aux ententes collectives que l'on a. Voilà. Et a fortiori, s'il y a eu un geste, s'il y a eu un mot, s'il y a eu des choses de ce type-là. Voilà. Ça, c'est certain. Après, on peut se faire accompagner. On peut se faire accompagner voilà, par Colos, par la fédération, par des experts, pour venir accompagner un peu et porter le message. Ça, il ne faut pas hésiter à le faire. Nous, on est là à votre disposition, quoi, je veux dire, hein, sur ce type de situation, pour trouver les Et, mots. et si je peux me permettre de compléter, merci déjà Nicolas pour votre retour d'expérience qui est très intéressant, même si on n'a effectivement pas tout entendu. Jacqueline et Felsine et moi-même, nous restons à votre disposition. Voilà, pour que vous puissiez bénéficier de l'ensemble des outils. Bravo pour la distribution des règles au sport. On fera en sorte au niveau de la fédération d'en avoir un certain nombre d'exemplaires pour pouvoir les remettre notamment auprès des clubs. Donc vraiment félicitations pour toutes les actions que vous engagez. Vous disposez aussi au niveau de votre région d'un binôme référent éthique et citoyenneté qui a été nommé depuis le début de la saison. Vous avez un cadre technique, donc très souvent le cadre technique rattaché à la Ligue, et un élu de la Ligue qui constitue ce binôme référent éthique et citoyenneté. À ce niveau-là, vous pouvez d'ores et déjà le contacter, contacter ces personnes qui après remonteront vers nous, notamment sur ces situations, ces zones grises qui pourraient vous poser question. Voilà. Et pour compléter, il y a aussi, pour les plus jeunes, par exemple, la cocotte. La cocotte qui a été faite par le CROSS de Normandie, en lien avec le ministère des Sports. C'est une petite cocotte à découper. Vous découpez juste le bout. Vous tapez sur Internet CROSS Normandie cocotte, vous la retrouverez. Et donc, alors pareil, de la même façon, il faut l'imprimer soi-même, voilà. Mais pour les plus jeunes, c'est une petite cocotte, donc c'est intéressant. Il y a ce jeu-là un peu par rapport aux situations. C'est un petit jeu, donc c'est sympa. Les enfants, ils vont être contents de le ramener à la maison. Et là où je veux en venir, c'est du coup, il faut associer les parents effectivement sur la question, en plus des ressources, des ouvrages, des vidéos. Aujourd'hui, il y a des sites comme Lumni, comme celui de CVM, la tasse de thé. Il y a différentes ressources. Nous, on a pas mal de ressources numériques, mais aussi bibliographiques, qu'on peut vous transmettre, qu'on pourrait vous transmettre, Laurence voilà, et Jacqueline, que vous pourrez partager, qui sont assez intéressantes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut associer les parents, en fait.
il faut associer les parents, que les parents se sentent investis aussi d'une mission, qui voient aussi le club, le discours que vous avez avec les enfants que vous accueillez, que ça se fait vraiment avec une vraie complicité de tous. Et c'est très favorable en le faisant comme ça. Donc voilà, moi je me note en tout cas de vous envoyer aussi un peu de ressources documentaires par rapport à tout ça et ça sera bon à partager. Très bien, ben, merci beaucoup en tout cas à toutes et tous. Et puis voilà, juste pour votre information, donc ce webinaire a été enregistré et il devrait être disponible sur le site de la fédération ou sur notre chaîne YouTube. Voilà. Merci à toutes et tous et puis je vous souhaite une excellente après-midi. Au revoir tout le monde, merci pour votre écoute. Merci. Merci Simon. Merci Simon. Au revoir à tous et à toutes. Merci à tous pour toutes les interventions intéressantes.